Les cendres de Valmont. Première partie. Le prix du pain. La neige tombait sur Valmont comme un linceul, étouffant les bruits de la place du marché où 3 hommes pendaient au gibet. Margot détourna le regard, mais pas assez vite. Elle avait déjà vu leur visage, vivant, suppliant, la veille encore. Le vent glacé de décembre mordait à travers sa cape de laine usée, mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler. « Ton argent » dit Bertrand en laissant tomber la bourse sur la table crasseuse de la taverne. Le capitaine de la garde ducale ne s'assit pas. Il ne s'asseyait jamais avec elle, pas en public. 20 sous d'argent, comme convenu. Margot compta les pièces d'une main qui ne tremblait pas. 36 années de survie lui avaient appris à garder ses mains fermes, même quand son cœur cognait comme un oiseau en cage. 20 sous, le prix de 3 vies, de 3 familles brisées, de 3 corps qui se balançaient maintenant dans le vent d'hiver. Les noms étaient bons, dit Bertrand, sa voix basse mais dure comme de la pierre. Le duc est satisfait. Ces marchands complotaient vraiment contre les taxes sur le grain. Complotaient. Le mot était propre, officiel. Margot se rappelait les avoir entendus dans l'arrière-salle de cette même taverne, 2 semaines auparavant. Des hommes fatigués, désespérés, parlant de familles qui mouraient de faim pendant que les greniers ducaux débordaient. Pas des traîtres, juste des pères. Mais des pères morts ne pouvaient plus témoigner contre elle. « Il y en a d'autres, » dit Margot, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. C'était toujours ainsi. Une information en amenait une autre, une trahison en nourrissait une suivante. Des femmes qui organisent. Assez. Bertrand se pencha et Margot sentit l'odeur de vin et de cuir. Pas ici. Demain, à l'aube, aux écuries. Il partit sans un autre mot, sa cape rouge se fondant dans la fumée et l'ombre de la taverne. Margot resta seule avec sa bourse et sa bière tiède, écoutant les conversations autour d'elle. Personne ne parlait des pendus. Valmont avait appris à fermer sa bouche. Elle but lentement, faisant durer la chaleur médiocre du breuvage. Dehors, la nuit tombait vite, comme elle le faisait toujours en décembre. Les lanternes s'allumaient une à une, des étoiles terrestres dans l'obscurité croissante. Margot connaissait cette ville depuis 15 ans, depuis qu'elle avait suivi une armée en campagne et s'était retrouvée ici, abandonnée, quand la guerre s'était déplacée ailleurs. 15 ans de survie, de petits mensonges qui étaient devenus des grands, de secrets échangés contre du pain, puis contre du vin, puis contre des pièces d'argent. Elle ne se rappelait plus quand exactement elle avait franchi la ligne entre écouter et vendre. Peut-être n'y avait-il jamais eu de ligne, peut-être n'y avait-il que des pas, un après l'autre, chacun un peu plus profond dans la boue. Elle quitta la taverne alors que la cloche de l'église sonnait les vêpres. Les rues étaient presque vides, les gens de Valmont se pressant vers leur foyer avant que la vraie nuit ne tombe. Margot vivait dans une chambre au-dessus d'un atelier de tanneur, une pièce unique qui sentait toujours le cuir et les produits chimiques, mais qui était sèche et relativement chaude. Le tanneur, un veuf silencieux nommé Gérard, ne posait jamais de questions tant que le loyer était payé. Elle grimpa l'escalier extérieur, ses pieds trouvant les marches familières même dans l'obscurité. La porte de sa chambre n'était pas verrouillée. Elle ne possédait rien qui valait la peine d'être volé, sauf la bourse qu'elle gardait toujours sur elle. À l'intérieur, elle alluma une chandelle et s'assit sur son lit étroit, regardant les ombres danser sur les murs de bois brut. Les 20 sous feraient durer l'hiver. Avec prudence, peut-être jusqu'au printemps. Elle pourrait manger plus que du pain et des navets.
Peut-être même acheter une cape plus chaude, quelque chose qui ne laissait pas passer le vent comme un tamis. Mais elle ne ressentait pas de soulagement, seulement une fatigue qui pesait sur ses épaules comme une charge de pierre. Un bruit à la fenêtre la fit sursauter, rien qu'une branche poussée par le vent. Margot se leva et ferma les volets de bois, bloquant le froid et la vue de la ville. Elle se déshabilla rapidement, frissonnant dans l'air glacé, et se glissa sous ses couvertures minces. Le sommeil ne vint pas facilement. Dans l'obscurité, elle entendait les craquements de la maison, les bruits lointains de la ville qui s'endormait. Et plus loin, si loin qu'elle n'était pas sûre de vraiment l'entendre, le grincement des cordes des gibets. Elle pensa aux noms qu'elle connaissait, aux autres secrets qu'elle pourrait vendre. À combien de temps elle pourrait continuer ainsi avant que quelqu'un ne remarque le motif, avant que les regards ne se tournent vers elle. Mais c'était un problème pour demain. Ce soir, elle était en sécurité, elle était payée, elle survivrait un autre mois. C'était ce qui comptait, c'était tout ce qui avait jamais compté. L'aube arriva trop tôt, grise et froide. Margot se réveilla avec le goût amer de la bière d'hier dans la bouche et une lourdeur dans les membres qui n'avait rien à voir avec le froid. Elle s'habilla méthodiquement, enfilant les mêmes vêtements que la veille. Une robe de laine brune élimée, des bas retrisés, une chemise qui avait été blanche des années auparavant. Par-dessus, sa cape, si fine que la lumière du jour passait presque au travers. Les écuries ducales se trouvaient près du château, une structure en pierre qui dominait Valmont depuis sa colline. Margot prit le chemin le plus long, évitant la place du marché et ses gibets. Les rues étaient vides à cette heure, sauf quelques servantes qui se hâtaient vers les puits avec leurs seaux, leur souffle formant des nuages blancs dans l'air glacé. Bertrand l'attendait près des écuries, mais il n'était pas seul. Un autre homme se tenait avec lui, grand et mince, vêtu de noir. Margot ne le reconnut pas immédiatement, puis elle réalisa qui il était et son estomac se noua. Thibaut de Rochefort, le conseiller du duc, l'homme qui chuchotait à l'oreille du pouvoir. « Margot, dit Bertrand, et quelque chose dans sa voix fit sonner une alarme silencieuse dans l'esprit de Margot. Messire de Rochefort souhaite te parler. Le conseiller la regarda de la tête aux pieds, une évaluation froide et complète. Il avait peut-être 40 ans, avec des cheveux noirs striés de gris et des yeux qui ne souriaient pas, même quand sa bouche le faisait. « Tu es celle qui nous a donné les noms, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, messire. Et tu peux nous en donner d'autres. Si c'est la volonté de monseigneur le duc, oui. » De Rochefort fit quelques pas vers elle. Margot tint son terrain, même si chaque instinct lui criait de reculer. « Ces marchands que nous avons pendus, dit le conseiller, sa voix aussi douce que du velours sur de l'acier. Ils ont une associée, une certaine Aélis, la fille de l'un d'eux. Elle a disparu avant l'arrestation. Je ne la connais pas. Non ? » De Rochefort sortit quelque chose de sa manche, un petit rouleau de parchemin. Elle a été vue près de ta demeure, hier soir, après la tombée de la nuit. Quelqu'un qui ressemble beaucoup à une femme dans la vingtaine, cheveux noirs, vêtue comme une servante. Le sang de Margot se glaça. Elle n'avait vu personne. Mais si cette Aélis était venue, si elle savait... « Elle te cherche, je pense, continua de Rochefort en roulant le parchemin et le rangeant. Elle sait que quelqu'un a trahi son père. Elle va essayer de découvrir qui. Et quand elle le fera... » Il laissa la phrase en suspens, mais la menace était claire. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Margot, et elle détesta la note de peur dans sa propre voix. « Trouve-la, dit Bertrand, découvre où elle se cache, et dis-nous. Et après ? Après, tu seras en sécurité. » Le conseiller sourit, et c'était un sourire qui ne contenait aucune chaleur. « Tu as ma parole. » Margot regarda les deux hommes.
Bertrand évitait ses yeux maintenant, fixant un point quelque part par-dessus son épaule. De Rochefort, lui, la regardait directement, attendant. Elle n'avait pas le choix. Elle ne l'avait jamais eu, vraiment. « Je la trouverai », dit-elle. Trouver quelqu'un à Valmont n'était pas difficile quand on savait où écouter. Margot avait ses sources, la blanchisseuse qui lavait le linge de toute la ville, le garçon d'écurie qui voyait qui arrivait et partait, la vieille mendiante qui s'asseyait près du puits central et observait tout. Elle commença par la blanchisseuse, une femme nommée Odette, dont les mains étaient rouges et crevassées par des années passées dans l'eau froide. « Une jeune femme, dit Odette, essorant un drap avec une force étonnante pour quelqu'un de si maigre. Cheveux noirs, tu dis, il y en a des dizaines à Valmont. Celle-ci est nouvelle, arrivée récemment peut-être, se cache. » Odette fronça les sourcils, regardant Margot de côté. « Pourquoi tu cherches ?»« Une dette, mentit Margot facilement. Sa mère me doit de l'argent. » La blanchisseuse ne semblait pas convaincue, mais elle haussa les épaules. « J'ai entendu parler d'une fille qui loge chez la veuve Mathilde, près de la porte Est. Payée 2 semaines d'avance, en argent comptant, garde sa tête baissée. » Margot donna 2 sous à Odette et partit. La veuve Mathilde tenait une petite maison où elle louait des chambres aux voyageurs. C'était l'endroit parfait pour se cacher. Assez respectable pour ne pas attirer l'attention, assez anonyme pour ne pas poser de questions. Elle ne se rendit pas directement à la maison de Mathilde. À la place, elle s'installa dans une taverne à proximité, commandant de la soupe chaude et du pain, et observant. L'attente était quelque chose qu'elle avait appris il y a longtemps. La patience était souvent plus utile que l'action. L'après-midi s'étirait, le soleil pâle faisant à peine une différence dans le froid. Margot était sur le point d'abandonner pour la journée quand elle la vit. Une jeune femme, peut-être 25 ans, sortant de la maison de Mathilde. Cheveux noirs noués sous un foulard, cape grise, allure d'une servante ou d'une fille de marchand. Mais quelque chose dans sa façon de se déplacer, dans la manière dont ses yeux balayaient la rue avant de traverser, trahissait une vigilance qui n'était pas ordinaire. À Alice, ça ne pouvait être qu'elle. Margot la suivit à distance, restant dans les ombres et les foules éparses. La jeune femme se déplaçait avec un but précis, tournant dans les rues étroites de Valmont avec la confiance de quelqu'un qui connaissait son chemin. Elle s'arrêta finalement devant une petite maison près des murs de la ville, frappant à la porte avec un motif spécifique. 2 coups, une pause, 3 coups. La porte s'ouvrit et Alice disparut à l'intérieur. Margot attendit, réfléchissant. Elle pourrait retourner à Bertrand maintenant, lui donner l'adresse. C'était ce qu'on attendait d'elle, c'était ce pourquoi elle serait payée. Mais quelque chose la retint, une curiosité peut-être, ou quelque chose de plus sombre, un besoin de savoir qui était cette femme dont le père, elle, avait envoyé à la mort. Elle s'approcha de la maison, prudemment. Les fenêtres étaient fermées, mais des voix filtraient à travers les volets, basses, urgentes. Margot se pressa contre le mur, essayant d'entendre. « Pas assez de temps, disait une voix d'homme, si Rochefort découvre. » Il ne découvrira rien. C'était Aélis, sa voix claire et déterminée. Mon père ne serait pas mort pour rien. Nous continuerons. Ton père est mort précisément parce que quelqu'un a parlé, répondit l'homme. Un traître parmi nous. Et jusqu'à ce que nous sachions qui, je sais qui. La voix d'Aélis était maintenant froide comme le fer. Ou je le saurai bientôt. Il y a une femme, une informatrice. Elle vit au-dessus de la tannerie de Gérard. Le monde sembla se figer autour de Margot. Son propre sang rugit dans ses oreilles. Il savait, ou il le saurait bientôt. Elle recula doucement,
son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté du mur. Puis elle se retourna et marcha rapidement, puis courut, ses pieds glissant sur la neige tassée. Elle devait avertir Bertrand, immédiatement, avant qu'Aélis ne vienne. Mais alors qu'elle courait dans les rues de Valmont, une pensée glacée s'insinua dans son esprit. Si Aélis savait pour elle, si elle avait cette information, d'où la tenait-elle? Qui d'autre savait ce que Margot avait fait? Et plus important encore, qu'est-ce qui arriverait à une informatrice dont l'identité était découverte? Même si Bertrand arrêtait Aélis, même si la jeune femme était emprisonnée ou tuée, le secret serait dehors. Et à Valmont, les secrets ne restaient jamais secrets longtemps. Margot ralentit, puis s'arrêta complètement, haletante, nuage de vapeur s'échappant de sa bouche. Autour d'elle, la ville continuait sa vie. Des marchands fermant leurs étals, des enfants courant dans la neige, des cloches sonnant quelque part au loin. Elle était prise au piège, entre Aélis qui cherchait la vengeance et de Rochefort qui voulait le silence, entre la révélation et la mort. Pour la première fois depuis très longtemps, Margot ne savait pas quel pas faire ensuite. Deuxième partie, entre le marteau et l'enclume. Margot ne retourna pas directement aux écuries. Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'église de Valmont, une structure en pierre qui se dressait près de la place du marché. Elle n'y était pas entrée depuis des années. La foi était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Mais maintenant, elle avait besoin d'un endroit pour réfléchir, quelque part où personne ne la chercherait. L'intérieur de l'église était sombre et froid, à peine plus chaud que l'extérieur. Quelques chandelles brûlaient près de l'autel, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Margot s'assit sur un banc au fond, enveloppant sa cape autour d'elle, et essaya de penser. Elle avait deux options. Donner l'emplacement d'Aélis à Bertrand et espérer que cela suffirait à protéger son secret. Ou quoi? Fuir? Avec quoi? Elle avait 20 sous d'argent, aucune famille, aucun endroit où aller. L'hiver rendait les voyages mortels, et même si elle survivait au froid, où irait-elle? Une autre ville, où elle ne connaîtrait personne, où elle devrait recommencer du début? « Tu as l'air troublé, mon enfant. » Margot sursauta. Un prêtre était apparu à côté d'elle, si silencieusement qu'elle ne l'avait pas entendu approcher. C'était un vieil homme, petit et voûté, avec une couronne de cheveux blancs autour de son crâne chauve. « Je vais bien, père, » dit Margot automatiquement. « Vraiment ?» Le prêtre s'assit à côté d'elle, ses genoux craquants. « Pardonne-moi, mais tu n'en as pas l'air. J'ai appris à reconnaître le poids du péché sur les épaules de quelqu'un. Je ne suis pas venu pour confesser. Non? Alors pourquoi es-tu venu? » Margot le regarda. Le vieil homme avait des yeux gentils, fatigués, le genre d'yeux qui avait vu beaucoup de douleurs et qui n'en jugeait plus. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. Le prêtre hocha la tête, comme si c'était une réponse parfaitement raisonnable. Parfois, nous venons ici simplement pour être quelque part où Dieu peut nous voir, même si nous ne sommes pas prêts à le regarder en retour. Ils restèrent assis en silence un moment. Dehors, les cloches sonnèrent. L'heure de nonne, 3 heures de l'après-midi. Le jour s'écoulait et Margot devait prendre une décision. « Père, dit-elle lentement, si quelqu'un a fait quelque chose de terrible, quelque chose qui a causé la mort d'innocents, y a-t-il un pardon possible? » « Le pardon de Dieu est infini, » répondit le prêtre immédiatement. « Mais le pardon des hommes, c'est une autre question. Et le pardon de soi-même, c'est souvent le plus difficile à obtenir. Et si cette personne continue, si elle doit choisir entre faire plus de mal ou être détruite elle-même?
Le prêtre fut silencieux un long moment. Notre Seigneur a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais il n'a pas parlé de ce qu'on doit faire pour ses ennemis ou pour soi-même. Il se tourna vers Margot. Je pense que chaque personne doit décider, au moment final, quelle vie elle veut avoir vécue. Si nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, nous pouvons au moins choisir qui nous sommes en leur sein. Margot ferma les yeux. Les mots du prêtre résonnaient dans sa tête, mais ils n'apportaient aucun réconfort, seulement plus de confusion. « Merci, Père, » dit-elle en se levant. « Que Dieu te guide, mon enfant, et qu'il te donne du courage. » Elle quitta l'église et se retrouva de nouveau dans le froid mordant de décembre. Le soleil était déjà bas sur l'horizon, teintant la neige d'un orange pâle. Elle avait perdu presque tout l'après-midi. Margot se dirigea vers les écuries, mais à mi-chemin, elle s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Une sensation dans son ventre, une intuition qui lui avait souvent sauvé la vie. Elle changea de direction, prenant une ruelle qui contournait les écuries. De là, elle pouvait voir l'entrée sans être vue. Bertrand était là, parlant avec un autre homme, un garde qu'elle reconnaissait. Mais il ne semblait pas l'attendre, il semblait plutôt en train de préparer quelque chose. Puis elle vit de Rochefort sortir des écuries, et son sang se glaça. Le conseiller parlait à Bertrand, donnant des ordres que Margot ne pouvait pas entendre de cette distance. Mais elle vit Bertrand hocher la tête, puis désigner quelque chose, la direction de la tannerie. Sa tannerie, sa chambre. Ils n'attendaient pas qu'elle revienne avec des informations, ils allaient la chercher. Margot recula dans l'ombre, son esprit courant frénétiquement. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas simplement attendre qu'elle rapporte sur Alice ? Puis, la réponse lui vint, aussi claire et froide qu'une lame. Parce qu'ils n'avaient plus besoin d'elle. Ils avaient déjà trouvé Alice par d'autres moyens. Ou bien ils avaient toujours su où elle était. Et ils avaient seulement utilisé Margot pour confirmer. Et maintenant, Margot elle-même était une complication. Une informatrice dont l'identité était compromise, une bouche qui pourrait parler au mauvais moment. De Rochefort ne laissait pas de complications en vie. La panique monta en elle, mais Margot la força vers le bas. La panique tuait. La pensée claire gardait en vie. Elle ne pouvait pas retourner à sa chambre. Elle ne pouvait pas aller aux écuries. Elle ne pouvait pas faire confiance à Bertrand. Il avait fait son choix. Et ce n'était pas elle. Où pouvait-elle aller ? Puis, comme une idée folle et désespérée, une pensée lui vint. Il y avait une personne à Valmont qui avait autant de raisons de détester de Rochefort qu'elle. Une personne qui connaissait peut-être des chemins et des cachettes que Margot ne connaissait pas. Alice. C'était de la folie. Aller voir la femme qui voulait sa mort, qui la cherchait pour venger son père. Mais c'était aussi sa seule chance. Margot courut à travers les rues, le crépuscule tombant rapidement autour d'elle. Elle connaissait l'adresse, la petite maison près des murs de la ville. Elle y arriva haletante, son souffle formant des nuages épais dans l'air glacé. Elle frappa à la porte avec le motif qu'elle avait vu Alice utiliser. 2 coups, pause, 3 coups. Rien. Puis, après une éternité, la porte s'entr'ouvrit. Un œil la regarda à travers la fente. « Qui es-tu » ? « Mon nom est Margot, dit-elle rapidement. « Je sais que tu me cherches, je sais ce que tu penses que j'ai fait, mais nous devons parler, maintenant. De Rochefort vient pour nous deux. » Il y eut un silence. Puis la porte s'ouvrit complètement. Alice se tenait là, un couteau à la main. « Entre, dit-elle. Et explique-toi, vite. » L'intérieur de la maison était spartiate, une pièce unique avec un foyer, une table, quelques chaises.
L'homme que Margot avait entendu plus tôt était là aussi, debout près du feu, la main sur le pommeau de son épée. « C'est elle » demanda-t-il à Alice, « la traîtresse ?»« Oui, » dit Alice, fermant la porte derrière Margot, mais gardant le couteau visible. « Parle, vite. » Margot respira profondément. C'était le moment. Elle pouvait mentir, essayer de se défendre, ou elle pouvait dire la vérité et espérer que la vérité serait assez choquante pour lui acheter quelques minutes de vie. « Oui, j'ai donné vos noms à Bertrand, » dit-elle, et elle vit Alice se raidir, sa main serrant le couteau. « J'ai trahi ton père et les autres marchands. Je suis une informatrice, je vends des secrets pour de l'argent. Alors pourquoi es-tu venue ici ?» La voix d'Alice était dangereusement calme. « Tu penses que je vais te pardonner, que je vais te laisser vivre ?»« Non, » dit Margot, « je pense que tu veux tuer le vrai responsable. »« Et ce n'est pas moi. Tu viens de confesser. J'ai donné les noms, mais je n'ai pas organisé l'arrestation. Je n'ai pas planifié l'exécution. Je n'ai pas décidé qui devait mourir et quand. » Margot fit un pas vers Alice, ignorant le couteau. C'était Thibaut de Rochefort, le conseiller du duc. Il a orchestré tout ça. Il savait déjà pour le complot. Il avait d'autres sources. Il m'a juste utilisé pour confirmer, pour ajouter un autre témoin. Et maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il vient nous éliminer toutes les deux. L'homme près du feu intervint. « Comment savons-nous que ce n'est pas un piège, qu'elle ne nous mène pas directement à eux ?» « Parce que si c'était un piège, je serais venu avec des gardes, » dit Margot. « Parce que je n'ai rien à gagner en mentant maintenant. Et parce que... » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Parce que je suis fatiguée. Fatiguée de courir, fatiguée de survivre en vendant les autres. Ton père... » Elle regarda Alice. « Ton père n'était pas le premier. Il y en a eu d'autres, trop d'autres. Et je pensais que ça devenait plus facile avec le temps. Mais ce n'est pas le cas. Ça devient juste plus lourd. » Alice la regarda longuement, le couteau toujours levé. Puis, lentement, elle le baissa. « Pourquoi devrais-je te croire ? » « Parce que tu peux me tuer après si je mens, » dit Margot simplement. « Mais d'abord, écoute-moi. » Il y eut un silence tendu. Puis, Alice fit un geste vers une chaise. « Assieds-toi, parle. Mais sache que si tu dis une seule chose fausse, Étienne là-bas t'ouvrira la gorge avant que tu puisses crier. » Margot s'assit. Son corps entier tremblait maintenant, l'adrénaline la quittant, laissant juste l'épuisement. « De Rochefort, commença-t-elle, est plus qu'un conseiller. Il contrôle les taxes, les greniers, tout le commerce de Valmont. Ton père et les autres marchands n'étaient pas juste en colère contre les taxes. Ils avaient découvert quelque chose de plus grave. Un détournement. De Rochefort prend une partie du grain destiné aux greniers ducaux et le revend en secret sur d'autres marchés, empochant la différence. « Comment sais-tu cela » demanda Étienne. « Parce que j'écoute. C'est ce que je fais. J'ai entendu de Rochefort en parler avec un marchand de Dijon il y a des mois. Mais je n'avais aucune preuve, et c'était trop dangereux à vendre à quelqu'un. » Margot regarda à Alice. « Ton père allait présenter une pétition au duc. Il avait des documents, des registres qui prouvaient le détournement. C'est pour ça qu'il devait mourir, pas pour rébellion contre les taxes, pour avoir découvert un crime. » Alice s'assit lentement sur une chaise en face de Margot. « Les documents, nous les avons. Mon père me les a confiés la veille de son arrestation, comme s'il savait. Il savait probablement qu'il était en danger, mais il ne savait pas d'où venait la menace. Et maintenant, de Rochefort veut ces documents, dit Étienne, comprenant. Il te cherche toi, à Alice, parce qu'il pense que tu les as. Et il me cherche moi, ajouta Margot, parce que je sais trop, je peux témoigner contre lui. Alors nous sommes toutes les deux mortes. » Alice se frotta le visage, et pour la première fois, Margot vit à quel point elle était jeune. Trop jeune pour porter ce poids. « À moins que nous ne le frappions en premier, » finit Margot. « Comment ? Aller voir le duc ? Il fait confiance à de Rochefort plus qu'à n'importe qui. » « Non, nous utilisons ce que nous avons.
Les documents de ton père, mon témoignage, et nous trouvons quelqu'un que le duc ne peut pas ignorer. Qui? Margot réfléchit rapidement. L'évêque. L'évêque Arnaud de Mâcon est en visite à Valmont pour les fêtes de Noël. Il arrive dans 3 jours. Si nous pouvons lui présenter les preuves, si nous pouvons le convaincre d'intercéder auprès du duc, l'évêque ne nous recevra jamais, dit à Alice. Nous ne sommes personne. Mais les documents parlent d'eux-mêmes, et j'ai quelque chose d'autre. Margot hésita, puis sortit un petit sac de sa cape. Des lettres, des correspondances entre de Rochefort et le marchand de Dijon. Je les ai acquises il y a des mois. Je les gardais comme assurance. Étienne prit le sac et en sortit les lettres, les examinant à la lumière du feu. C'est son sceau et son écriture, je pense. « Alors, nous avons une chance, dit à Alice, et pour la première fois, Margot vit une lueur d'espoir dans ses yeux. Une petite chance. Mais 3 jours, dit Étienne, nous devons survivre 3 jours avec de Rochefort qui nous cherche. Alors, nous nous cachons, dit Margot, et nous préparons notre cas. Alice la regarda, et quelque chose passa entre elles. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. « Pourquoi fais-tu ça » demanda à Alice. « Pourquoi ne pas simplement fuir ?» Margot pensa au prêtre et à ses mots. Quelle vie elle veut avoir vécue. « Parce que j'en ai assez de courir, dit-elle simplement. 3e partie. Le prix du sang. Cette nuit-là, ils quittèrent la maison et se déplacèrent vers un endroit plus sûr, une vieille remise à outils près des murs nord de la ville, abandonnée depuis des années. Étienne avait apporté des couvertures et de la nourriture, et ils s'installèrent dans le froid mordant, le vent sifflant à travers les fissures dans les murs de bois. Margot ne dormit presque pas. Chaque bruit la faisait sursauter, le craquement du bois, le hurlement lointain d'un chien, les pas des patrouilles de nuit sur les remparts. Alice, de son côté, dormait par intermittence, son couteau toujours à portée de main. Le lendemain, Étienne partit en reconnaissance, revenant avec des nouvelles qui glacèrent le sang de Margot. « De Rochefort a mis une prime sur ta tête, dit-il, 50 sous d'argent. Il dit que tu as volé des documents ducaux. La moitié de la ville te cherche. »« Et moi » demanda Alice. « Toi aussi. 20 sous, complice de vol. » Margot laissa échapper un rire amer. « 50 sous, je valais 20 il y a 2 jours, j'ai grimpé dans le monde. » « Ce n'est pas drôle, dit Alice froidement. « Non, tu as raison, ça ne l'est pas. » Les heures s'écoulèrent lentement. Ils ne pouvaient pas sortir pendant le jour, trop de risques d'être reconnus. Alors ils restèrent dans la remise, parlant peu, chacun perdu dans ses propres pensées. C'était pendant ces longues heures que Margot commença vraiment à connaître à Alice. La jeune femme parlait peu de son père, mais quand elle le faisait, c'était avec un mélange d'amour et de colère. Il était obstiné, dit à Alice à un moment, fixant le feu maigre qu'ils avaient osé allumer. Il ne savait pas quand abandonner. Même quand je le suppliais de laisser tomber, de ne pas défier de Rochefort, il refusait. Il disait qu'un homme devait tenir debout, même si cela lui coûtait la vie. « Il avait raison, dit Margot doucement. Alice la regarda avec surprise. « Tu dis ça, toi qui as vendu ta conscience pour survivre ?»« Précisément pour ça, parce que je sais ce que ça coûte de ne pas tenir debout. Ton père avait quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, une ligne qu'il ne traverserait pas, peu importe le prix. » Margot baissa les yeux sur ses mains. J'ai traversé tellement de lignes que je ne me rappelle plus où elles étaient. « Alors pourquoi maintenant » demanda Alice. « Pourquoi décides-tu de tenir debout maintenant ?»« Parce que... » Margot chercha les mots. « Parce que je pense que c'est la dernière chance. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais.
et je préfère mourir en essayant de faire une bonne chose qu'en vivant en faisant encore plus de mauvaises choses. » Alice ne dit rien pendant un long moment. Puis, si doucement que Margot l'entendit à peine, « Mon père t'aurait peut-être aimé. » Malgré tout. Les larmes montèrent aux yeux de Margot, brûlantes et inattendues. Elle cligna rapidement, les repoussant. Le deuxième jour apporta une tempête de neige. Le vent hurlait comme une bête vivante, et la neige tombait si épaisse qu'on ne pouvait voir à 10 pas. C'était une bénédiction et une malédiction. Personne ne pourrait les trouver dans cette tempête, mais ils ne pouvaient pas non plus se déplacer. Étienne ne put pas sortir pour chercher de la nourriture. Ils partagèrent ce qu'il restait, un peu de pain dur, du fromage qui commençait à moisir. Ce n'était pas assez, mais ça devrait suffire jusqu'à l'arrivée de l'évêque. « Et si l'évêque ne vient pas ?» demanda Margot. « La tempête pourrait retarder son voyage. »« Alors nous attendrons, » dit Alice fermement. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, les provisions !»« Nous attendrons, » répéta Alice, et il y avait de l'acier dans sa voix. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour abandonner maintenant. » Cette nuit-là, Margot rêva de gibet. 3 corps se balançant dans le vent, leurs visages cachés par la neige. Mais quand la neige fondit, elle vit que les visages n'étaient pas ceux des marchands. C'était le sien, celui d'Alice, et curieusement, celui de Thibaut de Rochefort. Tous pendus côte à côte, tous également morts. Elle se réveilla en sursaut, tremblant de froid et de peur. Alice était réveillée aussi, assise près du feu mourant, regardant les flammes. « Tu as crié, » dit Alice sans la regarder. « Un rêve. Un mauvais? Sont-ils jamais bons ces jours-ci » Alice sourit faiblement. « Non, je suppose que non. » Elles restèrent assises en silence, écoutant la tempête rager dehors. « Margot, » dit Alice finalement, « si nous survivons à ça, après que de Rochefort soit jugé, après que tout soit fini, qu'est-ce que tu feras ?» Margot n'avait pas pensé aussi loin. Le futur lui semblait aussi distant et inaccessible que les étoiles. « Je ne sais pas. Partir, peut-être. Recommencer ailleurs. Tu pourrais rester à Valmont. » « Rester ?» Margot rit doucement. « Après tout ce que j'ai fait, même si de Rochefort tombe, les gens se souviendront. Ils sauront ce que j'étais. Alors montre-leur ce que tu peux devenir. » Margot regarda Alice, surprise par la générosité inattendue dans ses mots. « Tu ne me hais pas ?»« Oh, je te déteste, » dit Alice, mais il y avait presque de l'humour dans sa voix. « Tu as aidé à tuer mon père, je ne l'oublierai jamais. » Mais elle s'arrêta, cherchant les mots. « Mais la haine seule ne reconstruit rien. Mon père se battait pour quelque chose de plus que la vengeance. Il se battait pour la justice. Et la justice n'est pas seulement punir les coupables, c'est aussi permettre la rédemption. Je ne mérite pas de rédemption. » « Probablement pas, » convint Alice, « mais mon père ne méritait pas de mourir non plus. Le mérite n'a rien à voir avec ça. » Le 3e jour, la tempête se calma. Le soleil se leva sur un monde transformé. Valmont enterré sous des pieds de neige, les toits courbés sous le poids, les rues presque impraticables. Étienne sortit tôt, revenant avec des nouvelles. « L'évêque est arrivé hier soir, avant que la tempête ne frappe vraiment. Il loge au château. »« Alors nous devons y aller aujourd'hui, » dit Alice. « C'est de la folie, » dit Étienne. « Le château sera plein de gardes, de Rochefort sera là. »« C'est précisément pourquoi nous devons y aller maintenant, » dit Margot, « avant qu'il ne réalise que nous sommes encore en ville, avant qu'il ne puisse nous arrêter. » Ils préparèrent leur approche. Alice porterait les documents de son père, Margot porterait les lettres. Ils iraient ensemble, ouvertement, comptant sur l'audace pour compenser le manque de plans élaborés. « Une fois que nous serons dans le château, » dit Margot, « nous demanderons une audience avec l'évêque. Nous dirons que nous avons des informations urgentes concernant la corruption ducale. »« Et s'il nous arrête avant que nous puissions parler à l'évêque, » demanda Étienne. « Alors au moins nous aurons essayé, » dit Alice.
Ils quittèrent la remise à midi, marchant lentement à travers les rues enneigées. Margot sentait chaque regard, chaque fenêtre comme une menace potentielle. Mais la tempête avait gardé la plupart des gens à l'intérieur, et ceux qui étaient dehors étaient trop occupés à déblayer la neige pour faire attention à 3 figures anonymes. Le château se dressait devant eux, ses murs de pierre sombre contre le ciel blanc. Des gardes se tenaient à la porte, mais ils semblaient engourdis par le froid et ennuyés. « Nom et affaire, dit l'un d'eux alors qu'il s'approchait. « Nous cherchons une audience avec Monseigneur l'évêque, dit à Alice, sa voix claire et assurée. Nous avons des informations concernant des crimes contre le duché. Le garde fronça les sourcils. L'évêque ne reçoit pas sans rendez-vous. C'est urgent, dit Margot, cela concerne le conseiller de Rochefort. À la mention de ce nom, le garde se raidit. Attendez ici. Il disparut à l'intérieur. Margot sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que les autres pouvaient l'entendre. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis le garde revint, mais il n'était pas seul. Bertrand marchait derrière lui, et ses yeux s'élargirent en voyant Margot et à Alice. « Vous, dit-il, sa main allant à son épée. « Nous demandons une audience avec l'évêque, répéta à Alice fermement. « Vous demandez l'arrestation, dit Bertrand. Il y a des primes sur vos têtes. Vous êtes accusés de vol et de trahison. Alors amenez-nous devant le duc, dit Margot, jouant sa dernière carte. Laissez-nous présenter nos accusations devant lui, en présence de l'évêque. Bertrand hésita. C'était une demande inhabituelle, mais techniquement légitime. Tout accusé avait le droit de faire appel au Seigneur. Très bien, dit-il finalement. Venez avec moi. Mais si vous essayez de fuir, nous ne fuirons pas, dit à Alice. Ils furent escortés à l'intérieur du château, à travers des couloirs de pierre éclairés par des torches. Margot avait mis les pieds dans ce château seulement une fois auparavant, des années plus tôt, et elle avait été terrifiée alors. Elle était terrifiée maintenant aussi, mais ce n'était plus la peur de la souris devant le chat, c'était la peur du joueur qui a misé tout ce qu'elle possédait sur un seul jet de dés. Ils furent amenés dans une grande salle où le feu brûlait dans une cheminée massive. Le duc Hugues de Valmont était assis dans un fauteuil surélevé, un homme dans la cinquantaine avec une barbe grise et des yeux fatigués. À sa droite se tenait Thibaut de Rochefort, et son visage devint livide en voyant Margot et Alice. « Monseigneur, dit Bertrand s'inclinant, ces femmes demandent une audience. Elles sont accusées de vol et de trahison, mais elles réclament le droit de présenter une défense. » Des voleuses et des traîtresses? Le duc fronça les sourcils. Pourquoi perdrais-je mon temps? Parce qu'elles accusent votre conseiller, dit une nouvelle voix. Un homme entra dans la salle, vêtu des robes pourpres d'un évêque. C'était un homme imposant, dans la soixantaine, avec une présence qui commandait immédiatement l'attention. « Monseigneur l'évêque, dit le duc se levant, je ne savais pas que vous étiez... » « J'ai entendu parler de cette affaire, dit l'évêque Arnaud de Mâcon. Des accusations de corruption contre un conseiller ducal. Si elles sont vraies, c'est une affaire grave qui concerne l'Église autant que le duché. » Il regarda Margot et Alice. « Présentez vos preuves. » Margot sentit les yeux de Rochefort sur elle, brûlant de haine. Mais elle avança, sortant les lettres de sa cape. Ces lettres prouvent que le conseiller de Rochefort détourne du grain des greniers ducaux et le revend en secret, empochant les profits. Alice s'avança aussi, sortant les documents de son père. Et ces registres montrent les quantités manquantes, les dates, les montants. Mon père, Jean de Vaux, a été exécuté pour avoir découvert ces crimes. Le duc prit les documents, les examinant. Son visage devint de plus en plus sombre. « Monseigneur, dit de Rochefort, sa voix doucereuse, ces documents sont des faux, ces femmes sont des criminels connus. L'une est une informatrice sans scrupules, l'autre est la fille d'un traître exécuté. Elle cherche seulement à dire la vérité, coupa Margot.
Oui, je suis une informatrice. Oui, j'ai vendu des secrets. Mais j'ai aussi été témoin de vos crimes, messire de Rochefort. J'ai entendu vos conversations avec le marchand de Dijon. J'ai vu les arrangements secrets. Et j'ai les preuves. Des mensonges, siffla de Rochefort. Alors pourquoi, dit l'évêque calmement, avez-vous mis une prime sur leur tête avant même qu'elles ne puissent présenter leurs accusations? Un homme innocent aurait voulu un procès public pour laver son honneur. Vous avez cherché le silence. Le duc regardait maintenant de Rochefort avec une expression que Margot ne pouvait pas déchiffrer. « Thibaut, est-ce vrai? Avez-vous détourné mon grain? » « Monseigneur, je vous ai servi fidèlement pendant 10 ans. Répondez à la question. » Il y eut un long silence. Puis de Rochefort sembla se redresser, et quelque chose changea dans ses yeux. L'homme doucereux disparut, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus dangereux. « Et si c'était vrai, dit-il, pensez-vous que ce duché pourrait survivre avec vos décisions seules, Hugues? Les taxes que vous refusiez d'augmenter, les dépenses que vous ne vouliez pas couper? Quelqu'un devait avoir la force de faire ce qui était nécessaire. Ce qui était nécessaire? Le duc se leva, sa voix montant. Voler le peuple, exécuter des innocents pour couvrir vos crimes? Des innocents? De Rochefort rit un son amer. Ce marchand, ce Jean de Veau, il allait détruire toute l'économie de Valmont avec sa stupide pétition. Il fallait l'arrêter. « Vous avouez, dit l'évêque. De Rochefort se tourna vers lui. « J'avoue avoir fait ce que cet imbécile, il pointa le duc, n'avait pas le courage de faire. J'avoue avoir sauvé Valmont de sa propre faiblesse. » « Bertrand, dit le duc, sa voix tremblant de colère, arrêtez cet homme. » Mais de Rochefort était déjà en mouvement. Il tira un poignard de sa manche et se précipita non pas vers les gardes, mais vers Margot. « Si je tombe, siffla-t-il, tu tomberas avec moi, traîné. » Tout se passa très vite. Étienne cria un avertissement. Alice se jeta en avant, et Margot, agissant par pur instinct, leva les bras pour se protéger. La lame de Rochefort la rata, déviée par Alice qui avait attrapé son bras. Ils tombèrent ensemble, luttant pour le poignard. Puis Bertrand et les autres gardes étaient là, séparant de Rochefort d'Alice, le forçant au sol. Le conseiller se débattit, criant des obscénités, mais il était fini. Les gardes le traînèrent hors de la salle, ses cris résonnant dans les couloirs de pierre. Margot s'effondra sur le sol, tremblant de façon incontrôlable. Alice était à côté d'elle, du sang coulant d'une coupure sur son bras où le poignard l'avait égratigné. « C'est fini, » dit Alice doucement. « C'est fini. » Mais Margot savait que ce n'était pas vrai. Pas pour elle. Le procès de Thibaut de Rochefort dura 3 jours. L'évêque présida, assisté du duc et de plusieurs notables de Valmont. Les preuves furent présentées, les lettres, les registres, les témoignages. Margot témoigna. Elle raconta tout. Ses années comme informatrice, les secrets qu'elle avait vendus, les vies qu'elle avait ruinées. Elle ne se défendit pas, n'essaya pas d'excuser ses actions. Elle dit simplement la vérité. De Rochefort fut condamné à mort pour trahison et détournement. Mais il ne fut pas le seul jugé. « Margot de Valmont, dit le duc le dernier jour, vous avez aidé à exposer un grand crime. Pour cela, nous vous sommes reconnaissants. Mais vous avez aussi confessé à des crimes nombreux vous-même. Vous avez vendu des secrets, trahi la confiance, causé la mort d'innocents. » Margot se tenait debout, la tête haute. Elle avait su que ce moment viendrait. « Nous pourrions vous exécuter, » continua le duc, « ou vous emprisonner. Mais l'évêque a intercédé en votre faveur. Il dit que vous avez montré du remords, que vous avez risqué votre vie pour exposer la vérité. » « Monseigneur, dit Margot, sa voix calme, je ne demande aucune pitié.
J'ai fait ce que j'ai fait avec les yeux ouverts. Si vous décidez que je dois payer avec ma vie, je l'accepte. » Le duc la regarda longuement. « Votre honnêteté est surprenante. Très bien, voici notre jugement. Vous serez marquée publiquement comme informatrice. Vous serez bannie de Valmont pour une période de 5 ans. Si vous revenez avant ce temps, vous serez exécutée. » Margot hocha la tête. C'était plus de clémence qu'elle ne l'avait espéré, et moins qu'elle ne l'aurait voulu. Le lendemain, elle fut amenée sur la place du marché, la même place où Jean de Vaux et les autres avaient été pendus. Une foule s'était rassemblée pour voir la traîtresse marquée. Le bourreau chauffait un fer dans un brasier. Margot pouvait sentir la chaleur de là où elle se tenait, attachée à un poteau. Elle chercha des yeux dans la foule et trouva Alice, debout près du bord, son visage indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent. Alice ne sourit pas, ne fit aucun signe, mais elle hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. « Pour mon père », semblait dire ce hochement de tête. « Justice, pas vengeance. » Le fer toucha la joue de Margot, et la douleur explosa à travers elle comme une étoile blanche. Elle entendit son propre cri, sentit ses genoux céder. Puis tout devint noir. Épilogue. Les cendres et les graines. Margot se réveilla dans une petite cellule, sa joue en feu. Un prêtre, le même vieil homme de l'église, était assis à côté d'elle, appliquant un baume sur la brûlure. « Doucement, dit-il alors qu'elle essayait de s'asseoir. La chair guérira, mais il faudra du temps. Combien de temps ? Quelques semaines pour que la douleur passe. La marque, elle, sera avec toi pour toujours. » Margot porta sa main à sa joue, sentant le bandage et, en dessous, la chair boursouflée. Un « i » pour informatrice brûlé dans sa peau. « Tu dois partir aujourd'hui, » dit le prêtre. « Le bannissement commence immédiatement. J'ai préparé quelques provisions pour toi. Pas beaucoup, mais assez pour quelques jours. Merci, père. Où iras-tu ? Je ne sais pas, loin, peut-être vers le sud, vers les terres plus chaudes. » Le prêtre hocha la tête. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Qui tu es maintenant, c'est ton choix. » On la libéra avant le coucher du soleil. Les provisions du prêtre incluaient du pain, du fromage séché et une petite bourse contenant quelques pièces. Assez pour survivre si elle était prudente. Margot marcha vers la porte est de Valmont, celle qui menait vers les routes du sud. La neige avait commencé à fondre, révélant la terre brune en dessous. L'hiver n'était pas fini, mais le printemps viendrait. Il venait toujours. Alors qu'elle atteignait la porte, une figure se détacha de l'ombre. Alice. Les deux femmes se tinrent face à face, ne disant rien pendant un long moment. « Je voulais te donner ça, » dit finalement Alice, tendant un petit sac. Plus de provisions et un peu d'argent. Pas beaucoup, mais... Margot prit le sac, sentant son poids. Pourquoi ? Parce que... Alice chercha les mots. Parce que mon père croyait en la rédemption. Et parce que tu as fait ce que peu auraient fait. Tu as choisi la vérité quand le mensonge aurait été plus sûr. La vérité ne m'a pas sauvé. Non, convint Alice, mais elle a sauvé beaucoup d'autres. De Rochefort est jugé, sa corruption est exposée. Le duc a promis des réformes, les taxes seront réduites, les greniers seront mieux surveillés. Elle s'arrêta. Mon père est toujours mort, mais sa cause a gagné. À cause de toi, pas de moi. À cause de nous deux, tu as apporté les preuves. Sans toi, je n'aurais jamais pu atteindre l'évêque. Margot baissa les yeux sur le sac dans ses mains. Je ne mérite pas ta gentillesse. Probablement pas, dit Alice, et il y avait presque un sourire dans sa voix.
Mais tu l'as quand même. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Margot, dans 5 ans, quand tu pourras revenir, si tu reviens, il y aura une place pour toi, dans la guilde des marchands. Nous aurons besoin de gens qui connaissent les secrets de la ville, qui peuvent identifier la corruption avant qu'elle ne prenne racine. Tu me ferais confiance pour ça? » « Non, » dit Alice honnêtement, « pas encore, mais peut-être dans 5 ans, si tu utilises ce temps pour devenir quelqu'un en qui on peut avoir confiance. » Elle partit alors, disparaissant dans les ombres du crépuscule. Margot resta seule près de la porte, le vent froid fouettant sa cape. Devant elle s'étendait la route, disparaissant dans l'obscurité croissante. Derrière elle, Valmont, la ville qui avait été sa maison et sa prison pendant 15 ans. Elle pensa à ce que le prêtre avait dit. « Qui tu es maintenant, c'est ton choix. » Elle pensa aux hommes sur les gibets, à Jean de Vaux et aux autres, à toutes les vies qu'elle avait vendues pour survivre. Elle pensa à Alice, offrant le pardon sans l'oublier. Justice, pas vengeance. Et elle pensa à de Rochefort, détruit non pas par ses ennemis, mais par son propre orgueil, sa propre certitude qu'il était au-dessus des conséquences. Margot avait échoué à sauver sa propre vie, sa propre réputation. Elle porterait la marque d'une traîtresse jusqu'à sa mort. Mais dans son échec, dans sa chute, elle avait peut-être sauvé quelque chose de plus important. Elle avait sauvé une cause, elle avait exposé un crime, elle avait permis à la justice, imparfaite et tardive qu'elle soit, de prévaloir. Ce n'était pas grand-chose, ce n'était certainement pas assez pour racheter tout le mal qu'elle avait fait, mais c'était un début. Margot ajusta son sac sur son épaule, serra sa cape autour d'elle contre le froid et commença à marcher vers le sud, vers l'inconnu, vers 5 années d'exil et peut-être vers une chance de devenir quelqu'un d'autre. La neige tombait légèrement maintenant, des flocons petits et doux qui fondaient dès qu'ils touchaient le sol. Au-dessus d'elle, les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Elle ne regarda pas en arrière. Derrière elle, dans Valmont, Alice regardait depuis les remparts alors que la figure solitaire s'éloignait sur la route. Elle pensa à son père, à sa dernière conversation avec lui avant son arrestation. « Alice, lui avait-il dit, si quelque chose m'arrive, souviens-toi. Ne gaspille pas ta vie en cherchant la vengeance, cherche la justice. Et quand tu trouves la justice, montre de la miséricorde. C'est la seule façon de briser le cycle. » Elle n'avait pas compris à l'époque. Elle avait pensé que la justice et la vengeance étaient la même chose. Maintenant, elle commençait à comprendre. La figure sur la route disparut dans l'obscurité. Aélis se tourna et rentra dans la ville, où l'attendaient des réunions, des plans, la reconstruction de tout ce que de Rochefort avait corrompu. C'était un travail qui prendrait des années, peut-être toute sa vie. Mais c'était un travail qui en valait la peine. Dans la salle du château, le duc Hugues signait de nouveaux édits, réduisant les taxes sur le grain, établissant de nouvelles surveillances sur les greniers et les marchés. L'évêque Arnaud regardait, ajoutant son sceau aux documents les plus importants. « Pensez-vous qu'elle reviendra » demanda le duc. « Cette femme, Margot ?» « Je ne sais pas, dit l'évêque, mais je prie pour qu'elle le fasse, et je prie pour qu'elle revienne changée. »« Vous croyez aux secondes chances, n'est-ce pas, monseigneur ?»« Je crois, dit l'évêque doucement, que Dieu donne à chacun de nous la chance de choisir, encore et encore, jusqu'au dernier souffle. Ce que nous faisons de ces chances, c'est ce qui définit notre âme. » Dans une cellule sous le château, Thibaut de Rochefort attendait son exécution, prévue pour le lendemain. Il ne dormait pas, ne priait pas. Il fixait simplement le plafond de pierre, ruminant sur toutes les façons dont ses plans avaient échoué.
Une informatrice sans importance et la fille stupidement idéaliste d'un marchand mort, voilà ce qu'il avait détruit. Pas le duc, pas l'évêque, pas ses rivaux politiques. 2 femmes qui auraient dû être faciles à éliminer. Le monde était devenu fou, pensa-t-il. Ou peut-être l'avait-il toujours été, et il ne l'avait simplement jamais remarqué. Dans la remise abandonnée près des murs nord, Étienne rassemblait les quelques affaires qu'ils avaient laissées là. Le refuge n'était plus nécessaire maintenant. De Rochefort était en prison, Aélis était en sécurité, et la ville pouvait commencer à guérir. Il pensait à Margot, marchant seule sur une route sombre. Il ne l'aimait pas. Trop de sang sur ses mains pour ça. Mais il la respectait, étrangement. Peu de gens avaient le courage de faire face à leurs propres crimes. Encore moins avaient le courage de les confesser publiquement. Peut-être qu'il y avait de l'espoir pour elle. Peut-être que 5 ans d'exil la changeraient. Ou peut-être pas. Mais au moins, elle avait essayé. Et dans un monde aussi sombre que celui-ci, essayer était parfois tout ce qu'on pouvait faire. La nuit tomba complètement sur Valmont. Les lanternes s'allumèrent dans les fenêtres, des points de lumière dans l'obscurité. Dans les foyers, les gens parlaient de l'exécution à venir de Rochefort, des nouvelles lois, de la marque de l'informatrice et de son bannissement. Certains disaient qu'elle avait eu de la chance d'échapper à la mort. D'autres disaient que le bannissement était pire, au moins la mort était rapide. Mais tous s'accordaient sur une chose, Valmont ne serait plus jamais la même. Pour le meilleur ou pour le pire, quelque chose avait changé. Les cendres de l'ancien ordre fumaient encore, mais déjà de nouvelles graines étaient plantées. Si elles prendraient racine, si elles fleuriraient, personne ne le savait. Mais l'hiver ne durait pas éternellement, le printemps viendrait, et avec lui, peut-être, l'espoir. Sur la route vers le sud, Margot marchait dans l'obscurité. Sa joue brûlait, ses pieds faisaient mal, le froid mordait à travers sa cape trop mince. Mais elle continuait à marcher, un pas après l'autre, vers l'inconnu, vers un futur qui pourrait ne jamais arriver. Mais pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle pouvait se souvenir, chaque pas n'était pas un pas loin de quelque chose, c'était un pas vers. Vers quoi? Elle ne savait pas. Mais c'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle, froides et distantes, mais belles dans leur indifférence. Le monde continuait à tourner. Les saisons continueraient à changer. La vie continuerait. Et Margot, marquée et bannie, brisée et peut-être en voie de guérison, continuerait aussi. Pas redemptée, pas pardonnée, mais vivante et essayant. Et dans un monde aussi sombre que le leur, c'était peut-être la chose la plus courageuse qu'on pouvait faire. Derrière elle, les lumières de Valmont disparurent dans la distance, avalées par la nuit et la neige tombante. Devant elle, la route s'étendait, infinie et inconnue. Margot resserra sa cape, baissa la tête contre le vent et continua à marcher, vers l'aube qui viendrait, vers tout ce qui l'attendait, vers la personne qu'elle pourrait devenir, si elle survivait, si elle apprenait, si elle changeait, si... Le mot le plus petit et le plus puissant de tous, un mot qui contenait tout l'espoir et toute la peur du monde, un mot sur lequel elle construirait les 5 prochaines années de sa vie. Si. La neige tombait plus épaisse maintenant, recouvrant ses traces presque aussitôt qu'elle les faisait, comme si le monde lui-même effaçait son passage, lui donnant une chance de repartir à nouveau. Margot sourit, une expression amère et douloureuse sur son visage marqué. Peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Une page blanche, une ardoise propre, une chance de devenir quelqu'un qui méritait de laisser des traces. Elle marcha jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus la porter,
Puis elle trouva un abri sous un arbre, s'enveloppa dans sa cape et dormit d'un sommeil sans rêve. Quand elle se réveilla, l'aube se levait, pâle et froide. Un nouveau jour, une nouvelle chance. Elle se leva, épousseta la neige de ses vêtements et continua sa route, vers le sud, vers l'avenir, vers tout ce qui viendrait. Les cendres de Valmont étaient derrière elle maintenant. Devant elle, quelque part dans la distance inconnue, se trouvait peut-être la possibilité de quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui vaudrait la peine d'avoir survécu. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait le découvrir, un pas à la fois.